Bientôt, on en aura partout, dans les nounours, les doudous, les livres. Et donc, on aura des enfants qui seront exposés à des outils qui ont des capacités linguistiques qui semblent humaines, qui fournissent une illusion de présence, voire même une illusion de subjectivité. Quand on interagit avec une IA générative, on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Il n'y a strictement personne. On voit les premiers contentieux pour défaut de supervision de systèmes d'IA de pilotage des maladies chroniques. Et si on n'applique pas ces sanctions relatives au défaut de contrôle humain, dans quelques mois, on ne pourra plus maîtriser la percée sauvage du recours sur des données ou des dossiers médicaux concrets de ces cas d'IA génératifs. Donc il est temps vraiment de maintenant montrer que ce cadre qui est en vigueur est effectif. Et pour ça, on demande un comité d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi du discours du patient. Il doit être protégé. Et ben c'est pareil avec l'intelligence artificielle. Ça demande encore plus de transparence sur savoir où sont hébergées les données, où est-ce qu'elles entraînent les machines, à quoi elles vont servir. Là, une IA va être difficilement aidante là-dessus. Donc j'ai du mal à percevoir comment elle va nous aider dans cette relation, d'autant plus quand on travaille avec le lien adolescent, quand on travaille avec la famille, quand on travaille sur des choses extrêmement sensibles. J'ai du mal à le percevoir, mais peut-être qu'on nous proposera des choses intéressantes. C'est tellement plus facile de demander aux gens de changer leur comportement que d'essayer de changer les systèmes qui les figent, qui les écrasent souvent, qui leur interdisent l'accès soit aux ressources, soit au système de soins, soit à la compréhension du monde. Tellement plus facile de dire aux gens vivez à 15 degrés que d'éviter qu'on fasse cramer du pétrole partout dans le monde, y compris en ce moment. En juillet 2025, un jeune Américain de 23 ans s'est suicidé après avoir longuement échangé avec un chatbot, une affaire qui a conduit sa famille à poursuivre l'entreprise en justice. En effet, depuis 2024-2025, les plaintes accusant la plateforme TikTok d'avoir exposé des adolescents à des contenus dangereux se multiplient. En France, en mars dernier, le ministère de l'Éducation nationale a transmis un signalement au parquet de Paris concernant la formation de spirales de contenus dangereux, notamment liés aux troubles du comportement alimentaire, à la dépression, à l'automutilation et au suicide, dans lesquels les algorithmes enfermeraient les enfants. Alors une question s'impose. Ces technologies peuvent-elles à la fois fragiliser et soigner, et sous quelles conditions ? Car aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà omniprésente, que ce soit dans les soins physiques, mais elle tente aussi de pénétrer au cœur de la psychiatrie. Dans les congrès, on nous vante une psychiatrie de précision, de la détection précoce des troubles grâce à l'analyse de la voix au suivi des comportements dans des pathologies déjà diagnostiquées, des applications de soutien psychologique aux outils d'aide au diagnostic et d'orientation vers les soins. Il y a derrière ces promesses un marché en pleine explosion. En France, près d'un Français sur deux utilise déjà les outils numériques pour sa santé mentale, preuve que ces technologies sont entrées dans les usages. Selon le cabinet d'études de marché américain Highmark, le marché des applications de santé mentale en France représente ainsi près de 270 millions de dollars en 2025, avec une projection à 880 millions d'ici 2034, soit une croissance annuelle de 14%. Autrement dit, la santé mentale est un enjeu économique majeur. Alors demain, que va changer cette révolution ? Une psychiatrie plus accessible, plus préventive, plus personnalisée ? Ou une médecine influencée par des logiques industrielles des géants de la tech au risque de dérives totalitaires ? Entre scandales judiciaires et promesses thérapeutiques, une chose est sûre, l'intelligence artificielle est déjà en train de redéfinir notre rapport à la santé mentale. Alors aujourd'hui, grâce à nos experts, nous allons tenter de comprendre comment les IA vont-elles remplacer les psys. Bienvenue dans un nouveau numéro de Symptômes Critiques. Docteur Théo Mood, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, praticien hospitalier au sein de l'AP-HP. Vous êtes médecin responsable notamment de la Maison des adolescents Casita au sein de l'hôpital Avicenne à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, j'ai oublié de préciser que vous animiez également un cours sur l'éthique des IA auprès des étudiants de licence de psychologie de l'université Sorbonne Paris-Nord. Une des raisons pour lesquelles votre éclairage nous semblait intéressant et important aussi. Vous accueillez, vous accompagnez des adolescents au quotidien dans votre pratique clinique. Quels sont les usages concrets des adolescents concernant les IA ? De quoi ils servent ? Est-ce qu'ils s'en servent ? Est-ce qu'ils vous le rapportent en consultation ? Oui, c'est des usages qui sont de trois natures, on va dire. Le premier usage le plus fréquent, c'est quand même scolaire. Ils utilisent ça pour faire les devoirs. C'est souvent comme ça qu'ils rencontrent les chatbots d'IA. Il y a un deuxième usage quand même plus fréquent depuis peu, qui va être l'usage relationnel.
Donc ça va être aussi l'accompagnement un peu tous les jours pour des questions qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être la cuisine, ça peut être des histoires avec des amis, des histoires de cœur, des histoires familiales, ça peut être des choses beaucoup plus lourdes. Et un soutien émotionnel. Voilà, c'est à peu près les 3 usages qu'on retrouve. Moi, les adolescents, effectivement, ils peuvent nous confier des choses en consultation, mais pour ça, il faut s'y intéresser. C'est-à-dire qu'il faut considérer que le monde numérique des adolescents n'est pas un monde différent du monde réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchie dans la différenciation entre le monde réel, le monde extérieur et le monde numérique. Je pense qu'effectivement, il faut faire cet effort-là, comprendre que le monde numérique des adolescents est un monde à part entière. Et une fois qu'on ouvre cette porte avec eux, effectivement, on a accès à des fonctionnements et à des utilisations qui sont extrêmement riches et variées et qui sont assez, on va dire, qui vont souligner le fonctionnement individuel et la manière dont l'adolescent perçoit le monde et les relations avec ses pairs. En quoi est-ce qu'elles diffèrent, ces pratiques des adultes ? Les pratiques numériques des adolescents sont généralement différentes de celles des adultes, puisqu'ils s'accaparent les outils numériques à leur manière, toujours. Pour l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a eu un décalage entre 2022 où les chatbots sont arrivés, et l'intelligence artificielle est dans nos vies depuis plus longtemps que ça, mais les chatbots sont arrivés en 2022. Et c'est les premiers, les adolescents, à un peu traficoter, à utiliser un peu à leur sauce l'intelligence artificielle et à venir mouler leur fonctionnement et leurs désirs dans ce nouvel environnement. Ainsi, ils confient des choses, mais effectivement, comme les adultes peuvent le faire, mais avec des problématiques adolescentes. Donc, ils peuvent aller de l'amour adolescent jusqu'à la souffrance adolescente, qui peuvent être divers et variés. On peut avoir des dévoilements d'abus sexuels aussi au sein de ces environnements. On peut avoir des révélations d'idées suicidaires. On peut avoir des choses extrêmement variées, des symptômes. On peut avoir des choses banales. On peut avoir des questionnements sur comment est-ce qu'on réchauffe tel plat ou comment on fait tel plat en cuisine, etc. Donc, les adolescents ont un fonctionnement qui est le leur et il vient se mouler dans cet environnement numérique. Quels bénéfices et quels risques quand notamment ils abordent des questions qui sont liées à la santé mentale ? Donc les adolescents, comme moi je suis à la maison des ados, effectivement il y a un biais, je vois des adolescents qui sont en souffrance la plupart du temps. Mais effectivement il y a des études qui ont montré quand même, des pré-études en tout cas, qui ont montré qu'au moins 2/3 des adolescents utilisent les intelligences artificielles au quotidien et pour des usages qui ne sont pas uniquement scolaires, qui sont parfois ludiques et qui sont parfois relationnels. Et parfois même 1/3 d'entre eux peuvent dire que ces usages relationnels sont assez satisfaisants et même parfois plus satisfaisants que les relations avec les pairs. Ça questionne quand même. Ça questionne, et il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. C'est-à-dire finalement, ils ont conscience que l'intelligence artificielle est une machine, mais elle est légèrement anthropomorphisée, mais pas totalement. C'est-à-dire c'est une tension entre le fait que l'individu sait qu'il y a une machine, mais qui est un peu humaine. Mais pas totalement, sinon ce serait décevant, ce serait comme un humain. Donc ça ne peut pas être totalement comme un humain. Les propriétés qui sont, on va dire, intéressantes pour les individus, c'est donc avoir en face une illusion d'empathie, une illusion d'altérité, et effectivement l'absence de jugement et une disponibilité constante et totale. Un autre facteur qui capte aussi l'attention, ou en tout cas qui capte les usagers, c'est la psychophanie. C'est la capacité de ces modèles de langage à survalider les réponses et à rarement, si ce n'est jamais, aller dans la conflictualité ou la contradiction. Donc ça crée une forme, on va dire, de captation assez importante. Il y a des bénéfices chez les jeunes, c'est-à-dire on peut voir des bénéfices chez les jeunes les plus isolés, dans les crises un peu aiguës qui ne seront pas trop massives, où ils ont besoin d'une contenance, d'une réassurance et d'un aiguillage, mais ça a ses limites, bien évidemment, puisqu'effectivement, si l'intelligence artificielle ne réoriente pas une crise, on va dire, aiguë, vers une structure ou un humain, ça aura des limites, et ça a eu des limites et ça aura des limites. Mais effectivement, il y a des bénéfices, on peut en trouver des bénéfices. Les risques, en revanche, effectivement, sont ceux de la difficulté à gérer une crise suicidaire, une impossibilité, puisque effectivement, ce sont des modèles qui se basent uniquement sur le langage et qui n'ont pas la capacité à sentir, à ressentir, non pas d'empathie, à ressentir ce que l'autre va vivre et à pouvoir jauger, étudier, analyser la souffrance morale, la souffrance psychique, qui est quand même une chose extrêmement difficile à faire, même pour les jeunes psychiatres. C'est au gré de l'expérience et des rencontres. C'est la rencontre qui soigne et pas l'illusion d'une empathie. Un des autres risques que vous soulignez, qui fait l'objet d'un article aussi que vous avez rédigé avec Thierry Bobet, c'est celui des inégalités et l'enjeu en termes de santé publique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, grâce aux chiffres qui sont sortis de l'ARCOM récemment,
qui souligne depuis plusieurs années, du fait des réseaux sociaux, on le sait, qu'il y a 30% en France de personnes qui sont en éloignement numérique, donc une incapacité, une difficulté à pouvoir se saisir des espaces numériques et même à en parler et à en critiquer. Donc 30%, ça fait 30% de familles à peu près. Moi, je travaille dans le 93 avec des familles effectivement qui sont de niveau socio-économique qui sont plus bas que les autres départements de France. C'est le département, en tout cas de France métropolitaine, le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine. Et donc c'est un constat clinique, mais qui est étayé par des chiffres, nous montre que ces 30% de personnes qui sont en éloignement numérique, dans ces foyers-là, il y aura une difficulté à pouvoir parler et évoquer la question des algorithmes, à pouvoir critiquer avec les enfants et les adolescents leur utilisation. Donc d'un côté, on a une population qui va être qui aura la capacité en tout cas de discuter tout ça en famille, donc ceux qui ont le plus de moyens. C'est corrélé aux moyens socio-économiques. Et donc ça va potentialiser leur capacité. Les jeunes qui vont pouvoir utiliser l'IA de la bonne manière, potentialiser leurs compétences, aller chercher des informations, ne pas être aliénés aux algorithmes ou sous emprise sans critique des algorithmes, vont potentialiser leurs chances de réussite. Et ceux qui n'auront pas ces espaces de critique, donc les adolescents ou les enfants de familles en éloignement numérique notamment, ça risque d'accroître les inégalités. Donc il y a une double vulnérabilité numérique qui s'installe, qui pourrait créer, et c'est ça notre alerte, une double vulnérabilité psychique. Alors ça, c'est les usages des adolescents, il y a aussi l'usage des psychiatres. Quelle place on les y a dans votre pratique de médecin psychiatre ? Donc moi, en tant que pédopsychiatre à la maison des ados, je n'utilise pas frontalement l'intelligence artificielle. Mais ce que je dis aux étudiants, notamment dans les cours ou aux internes, c'est qu'il est extrêmement important de questionner chez l'individu qu'on reçoit, son utilisation de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, c'est dans le discours et c'est dans le questionnement. C'est s'y intéresser, donc ça nous permet de ne pas juger, et ça nous donne énormément d'informations sémiologiques, cliniques et relationnelles aussi. Ça nous permet de rentrer en relation avec le patient. Ce qui soigne, la première chose qui soigne, et ça a été prouvé par multiples études dans des relations de psychothérapie, c'est l'alliance thérapeutique. Donc c'est la rencontre. C'est comme ça que moi j'utilise l'intelligence artificielle. Bien sûr, je l'utilise aussi pour des tâches administratives, pour des tâches de recherche. On essaye de l'intégrer à la recherche qualitative, donc on fait plein de travaux là-dessus. Donc dans mes activités de recherche et d'enseignement, je l'utilise. En clinique, on n'a pas encore le droit théoriquement d'utiliser les grands modèles de langage pour faire un compte-rendu, par exemple, parce que les données sont anonymisées, ce sont des données médicales sensibles. On n'a pas le droit de les fournir à un grand modèle de langage pour qu'il s'entraîne dessus. C'est pareil pour la recherche, pour l'instant, on ne peut pas non plus, ces données sensibles-là, nourrir l'intelligence artificielle. Donc, d'ici peu, et probablement même maintenant, il va y avoir une proposition peut-être de logiciels qui vont être intégrés à notre pratique au sein de la PHP. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais effectivement, ce serait un gain de temps, par exemple, sur des courriers, sur des comptes rendus, mais ce n'est pas encore le cas. Sur la pratique fine clinique, dans la pratique de tous les jours, non, on n'a pas accès à une intelligence artificielle qui viendrait nous aider au travail. Pour moi, et mon avis en tant que clinicien et chercheur, enseignant de surcroît, c'est que c'est la rencontre qui soigne, et donc il faut travailler avec cette question-là, mais effectivement, il faut garder la primauté du jugement sur les symptômes et de la capacité à analyser la souffrance d'autrui. Ça, c'est pour la partie vraiment thérapeutique. Pour la partie accompagnement, il y a aussi toute la partie, alors à la fois administrative, vous en avez parlé, la partie aide au diagnostic. Quels sont les enjeux éthiques que ça soulève ? Les enjeux éthiques, c'est tout d'abord, effectivement, qu'est-ce qu'on va donner à la machine et de quoi elle va se nourrir. Si je donne des verbatims de mon patient à une machine, elle va se nourrir de ces verbatims. Donc il faudrait que j'ai l'accord du patient. En fait, si vous voulez, c'est un peu le prolongement de la recherche. C'est-à-dire, quand on fait une recherche et qu'on utilise les discours, nous, en qualitatif, en recherche qualitative, on utilise le discours du patient, son expérience. Donc on fait un entretien et on relève son expérience, on a ses verbatims. Et pour ça, on demande un comité d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi du discours du patient. Il doit être protégé. Et bien, c'est pareil avec l'intelligence artificielle. Ça demande encore plus de transparence sur savoir où sont hébergées les données, où est-ce qu'elles entraînent les machines, à quoi elles vont servir. Et donc, par exemple, si je prends un enregistrement d'une consultation et que je la fournis à l'intelligence artificielle, effectivement, c'est pas éthique, c'est pas moral si je n'ai pas informé mon patient, si j'ai pas eu l'accord d'une administration. Donc voilà, c'est encore en cours. Si dans la recherche, c'est pas encore possible, ça l'est pas en clinique. L'éthique vient avant le juridique, bien sûr, et il est extrêmement important de se poser la question éthique puisqu'elle émane de la clinique. Et pour vous, quelle perspective, en quoi est-ce que ça pourrait vraiment vous être utile ? Quel type d'outils
intégrant de l'intelligence artificielle pourrait vous être utile? En clinique, je ne perçois pas actuellement nécessairement un outil qui pourrait m'être plus utile que de l'aide, on va dire, administrative ou l'accompagnement à la rédaction pour faciliter le temps de rédaction. Cependant, peut-être que s'il y avait des outils qui nous permettraient d'être effectivement plus fins dans notre analyse, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, dans la rencontre avec les adolescents, ce qui prime, c'est le lien, c'est la rencontre avec l'individu. Si on ne fait pas de rencontre avec l'adolescent, ça ne fonctionne pas. Là, une IA va être difficilement aidante là-dessus. Donc j'ai du mal à percevoir comment elle va nous aider dans cette relation, d'autant plus quand on travaille avec le lien adolescent, quand on travaille avec la famille, quand on travaille sur des choses extrêmement sensibles. J'ai du mal à le percevoir, mais peut-être qu'on nous proposera des choses intéressantes. Merci beaucoup pour cet éclairage, Dr Mouhoud. Xavier Briffaut, vous êtes sociologue, chargé de recherche, habilité à diriger des recherches au sein du laboratoire CERMES 3 au CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez, vous, depuis les années 90 sur les questions d'IA, de traitement du langage et de santé mentale notamment. Vous développez depuis plusieurs années un programme de recherche sur les usages actuels et potentiels du numérique en santé mentale et en psychiatrie. Vos objets de recherche ont évolué vers une analyse critique, plutôt sociologique et épistémologique sur les méthodes d'évaluation de l'efficacité à la fois des outils mais aussi des politiques de santé. Pourquoi cet intérêt historique sur ce sujet ? Alors, au départ, c'est quand j'étais tout petit, j'étais vraiment nourri d'une littérature de science-fiction qui m'a imprégné de cette technologie d'intelligence artificielle des années 60-70. C'est ça qui m'a amené vers la recherche sur l'intelligence artificielle. Je voulais travailler sur la conscience des machines à l'époque et sur le traitement automatique du langage naturel, qui n'avait rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. Les performances étaient infiniment plus faibles. Et puis, progressivement, j'ai évolué vers des usages du numérique sur des questions de santé au sens large et plus spécifiquement de santé mentale, effectivement. Alors, les chatbots, représentent la partie visible de l'iceberg, de l'usage des IA, mais qui sont beaucoup plus vastes en santé mentale. Ça pose beaucoup de questions, celle du rapport au langage. Et en ça, c'est une vraie révolution, puisqu'on n'est plus vraiment dans une pratique interhumaine du langage qui engage une relation entre deux individus et qui mobilise toute la partie émotionnelle et expérientielle qui se passe à la fois dans la tête, mais qui se passe aussi dans le corps. En quoi est-ce que les IA génératives nous comprennent ? Est-ce qu'elles nous comprennent vraiment ? Et du coup, quel est l'enjeu ? Quels sont les enjeux de l'usage de ces IA génératives dans la santé mentale et notamment sur la santé mentale des enfants ? Alors sur ça, on a pour une fois une réponse simple sur la question les IA nous comprennent-elles ? Les IA génératives nous comprennent-elles ? Non, absolument pas, pas du tout. Ça, c'est un truc très important à comprendre parce qu'on a eu une innovation technologique vraiment absolument majeure qui est apparue dans le grand public 2022 avec ChatGPT et OpenAI, mais qui date en fait technologiquement d'un article de 2017, Attention is all you need pour le citer, qui a modifié en profondeur l'algorithmique de ce type de réseau de neurones qu'on utilise. Ça ne traite que du langage, c'est-à-dire que ça part d'une masse énorme de langage, d'une certaine manière, tout le langage que l'humanité a produit, tous les mots. Merci de la préciser, parce qu'absolument, ce sont tous les mots. Tous les mots que l'humanité a publiés dans des livres, dans des chats, sur les réseaux sociaux, etc. Et ce que font ces outils d'IA générative, en fait, c'est qu'ils évaluent, en fonction d'un morceau de texte, la probabilité que ce texte se poursuive d'une autre manière textuelle sur la base de l'immense corpus de textes sur lesquels on les a entraînés. Donc c'est du texte au texte. Donc entre les deux, il n'y a absolument ni compréhension de l'interlocuteur, ni encore moins une quelconque représentation du monde dans l'outil d'IA génératif contemporain, ce qui peut être assez différent de ce qu'on a tenté de faire auparavant dans les IA génératives qu'on appelle GOFAI, Good Old Fashioned AI. Vous avez des systèmes experts, des réseaux sémantiques. On essayait de modéliser dans l'ordinateur des modèles de l'interlocuteur. Et un petit peu la manière dont était structuré le cerveau humain. Ouais, on essayait de s'inspirer de modèles de psychologie cognitive, etc. C'était très très frustre. Les ordinateurs ne comprenaient pas davantage. Mais au moins, il y avait une tentative de modéliser l'utilisateur, l'interlocuteur, l'interlocutrice. C'est pas du tout le cas dans les IA génératives aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça va donner en termes d'enjeux pour la santé mentale et la santé mentale des enfants qui sont baignés dans ces outils-là, qui les utilisent au quotidien ou qui sont en interaction avec des adultes qui les utilisent au quotidien ? Alors, si on parle des ados et des enfants,
langagiers déjà, qui ont un stade langagier, c'est une chose. Si on parle des tout petits, c'est encore une autre, parce que pour le moment, ils ont été très préservés du contact avec les IA, parce que précisément, comme c'est fondé sur le langage, ils n'ont pas accès. Je parle des tout petits 0,2 par exemple. Bientôt, on en aura partout, dans les nounours, les doudous, les livres. Et donc, on aura des enfants qui seront exposés à des outils qui ont des capacités linguistiques qui semblent humaines, qui fournissent une illusion de présence, voire même une illusion de subjectivité. Quand on interagit avec une IA générative, on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Il n'y a strictement personne. Et donc, pour un adulte, déjà, c'est difficile à comprendre. Mais alors, évidemment, pour un tout petit enfant, c'est impossible. Donc, on peut imaginer que ça aura des effets qu'on ne peut pas encore tout à fait prévoir sur le développement psychique et psychocorporel. Parce que l'enfant, qui normalement interagit avec des humains qui ont une biographie, qui sont situés dans un contexte, qui ont une corporalité, et donc le langage interhumain acquiert son sens et sa matérialité par la référence constante que font les adultes à leurs émotions, qui sont corporalisées. À une culture. À une culture qui est contextualisée, qui est historicisée, qui est dans un contexte matériel où il y a des vrais objets qu'on peut toucher, qui résistent, etc. Il n'y a rien de tel avec une IA générative qui traite de transition statistique au sein d'un corpus de texte. Donc il faut se demander ce que ça va donner quand des tout-petits seront exposés de façon prolongée à ça. Pour le moment, on n'en sait rien, sincèrement. Donc on n'en sait rien, donc on n'est pas capable de mesurer les impacts que ça peut avoir. Pour autant, on nous vend à longueur de congrès depuis quelques années les IA comme un peu la solution miracle. On nous vend la psychiatrie de précision, les IA comme aide au diagnostic, voire comme solution pour résoudre la pénurie de soignants. Est-ce un mythe ou une réalité ? Est-ce qu'on va vers une utopie ou est-ce qu'on va vers une dystopie avec les IA en santé mentale ? Alors, sur l'usage, c'est une réalité empirique, c'est-à-dire qu'il y a des usages qui vont dans ce sens, où des gens spontanément utilisent les IA conversationnelles dans le but de faire des échanges, y compris des formes de psychothérapie, sauvage, si on peut dire. Et il y a des versions professionnalisées de ça, avec des études et des évaluations d'efficacité qui utilisent les mêmes méthodes et les mêmes indicateurs d'efficacité que ceux qu'on utilise en psychiatrie ou en psychothérapie. C'est quoi ces indicateurs ? Ce sont généralement des échelles quantifiées de symptômes. Si on prend la dépression, par exemple, on a une échelle dite de Hamilton qui va scorer la sévérité dépressive entre 0 et 52 points. Et puis, on va regarder l'efficacité d'une intervention antidépressive, quelle qu'elle soit, un médicament, une psychothérapie, une stimulation cérébrale prof, que sais-je. Et on va regarder l'impact que ça a en moyenne sur la réduction du score dans l'échelle. On peut complètement faire la même chose avec une IA générative, avec une appli, avec un objet connecté, avec n'importe quoi. On le fait. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les résultats qu'on a semblent montrer que ces outils d'IA conversationnels, lorsqu'ils sont correctement entraînés, dans le meilleur des cas en collaboration avec des humains, produisent des résultats qui sont relativement similaires à ceux qu'on a par ailleurs. Alors c'est extrêmement surprenant, c'est même extrêmement irritant, mais il se trouve que les résultats qu'on a dans les études expérimentales, qui ont 30 ans de recul aujourd'hui, des dizaines de milliers d'études, comprenant des centaines de milliers de gens, l'efficacité des interventions, y compris humaines, dans le champ de la psychiatrie, de la santé mentale, de la psychothérapie, cette efficacité, elle est faible, trop faible. Et donc, on a des besoins importants qui ne sont pas comblés par les outils et les méthodes et les interventions dont on dispose. Et on pourrait espérer, supposer, ou postuler, que ces outils pourraient permettre de débloquer un certain nombre de verrous. Alors les verrous, il y en a qui sont tout à fait évidents. Quand on voit un thérapeute humain, on le voit peu souvent, on le voit peu longtemps, il n'est pas là dans notre vie, il a des observables qui sont restreints à ce qui va être visible dans l'interaction, qui vont être donc assez limités. Alors évidemment, les thérapeutes ont des expériences cliniques, ils ont des modèles explicatifs qui leur permettent de tirer des inférences sur ce qu'ils voient directement là. Mais les outils connectés qui permettent de faire une sémiologie située au plus près du corps. C'est-à-dire de relever les signes. Oui, pardon, de relever des signes. Le rythme cardiaque, la respiration, la conductance cutanée, des indicateurs de stress divers et variés, la prosodie, la quantité de mots qu'on prononce, le moment où on les prononce, si on se met à parler de façon extrêmement accélérée et en pleine nuit, et que bon, c'est indicateur d'un certain nombre de choses et pas d'autres. Donc on peut imaginer que ces outils vont nous permettre d'avoir accès à un recueil de signes
qui sera plus proche de la situation des gens, plus en relation avec leur contexte de vie, plus suivi dans le temps, plus fin dans le temps, parce qu'on a des capacités de capture à la seconde. Et donc, on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir une psychothérapie, une psychiatrie située, contextualisée, qui se débarrasserait d'un certain nombre des limites dont on dispose. Une partie des limites dont on dispose, c'est aussi la question de quels signes, quels indicateurs on repère pour l'efficacité et comment est-ce qu'on évalue justement ces outils numériques en santé, même plus largement les dispositifs de soins et les indicateurs qu'on utilise pour les évaluer. Est-ce que ça va avoir un impact dessus? Est-ce qu'on utilise les bons ou pas? Alors pour le moment, et là je parle bien de ce qu'on a dans les études expérimentales de type essai contrôlé randomisé, qui forment l'étalon or de l'évaluation d'efficacité dans ce domaine. C'est-à-dire, on prend un groupe auquel on donne un traitement, on prend un autre auquel on donne un autre traitement. On regarde ça sur un temps court, 4 semaines, 8 semaines, parce que sinon on a trop de paramètres confondants dans la vie des gens, donc on a besoin de traitements courts. Donc ça a l'impact qu'on va chercher que des traitements courts déjà. On regarde en moyenne ce que ça a fait évoluer, donc ce n'est pas singularisé, ce n'est pas spécifique de chaque personne, c'est de la moyenne sur des groupes. Ça repose sur ce qu'on appelle des nosographies, donc c'est-à-dire des descriptions de catégories de troubles mentaux qui sont standardisées au niveau international. Aujourd'hui, je pense que même le grand public connaît le DSM, voilà, qui standardise la définition des troubles mentaux sur la base de listes de symptômes. Qui sont précodés. Donc, une fois qu'on a ça, on définit des échelles d'évaluation de sévérité de symptômes qui sont quantitatifs et qui sont donc une fois encore des listes de symptômes observables, directement observables. C'est-à-dire pas tellement des fonctionnements intrapsychiques complexes, pas des fonctionnements émotionnels intimes. Et encore moins de l'influence du climat de vie, tous les facteurs psychosociaux qui interviennent quand même dans les pathologies psychiatriques. Qui interviennent énormément. C'est-à-dire, s'il y a une chose qu'on sait que l'épidémiologie psychiatrique a très très bien montré, c'est le nombre et le caractère extrêmement intriqué des multiples facteurs qui contribuent à l'état de santé mentale d'une personne tout au long de sa vie. Le stress, les difficultés économiques, les événements d'adversité de manière générale. Tout ça, l'éducation au sens large, même l'architecture urbaine, le nombre d'agressions auxquelles on est confronté, l'incertitude dans laquelle on vit, le bruit, la lumière, tant de choses qu'on n'est pas capable de capturer avec juste une définition de symptômes individuels comme on le fait actuellement. Donc on pourrait espérer que ces outils numériques, y compris ceux qui seront domotiques, qui seront intégrés dans les maisons, qui captureront donc des choses du lieu de vie, pourraient nous permettre de complexifier ça. Et on a aujourd'hui des modèles théoriques qui permettent de mieux exploiter ça avec des approches sur les réseaux de symptômes, qui permettent de mieux montrer comment, loin d'être indépendants les uns des autres, les symptômes en fait se créent mutuellement, se causent mutuellement, créent des bassins d'attraction qui stabilisent les gens dans des choses dysfonctionnelles. Si on les regarde de trop loin, ça peut apparaître comme une sorte de maladie, mais en fait, c'est une stabilisation dans un enchaînement de causes et d'effets sur laquelle on pourrait intervenir si on était capable de la caractériser. On a de plus en plus d'outils pour être capable de faire ça. On pourrait le faire avec des outils numériques, à la fois en observation et en intervention. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. C'est le côté utopique. Pourquoi pourrait ? Quels sont les freins, justement, au fait d'utiliser les IA dans cette dynamique-là? Alors, du point de vue technologique, méthodologique, mathématique et statistique, il y a des complexités. C'est plus compliqué de faire ça que de faire, entre guillemets, du bed screening de symptômes, des interventions sur manuel en 8 séances qui durent 3 semaines, où on forme les intervenants en 3 jours. C'est simple, c'est peu coûteux, ça parle facilement aux politiques. Faire des choses plus complexes qui vont nécessiter de repenser à nouveau frais donc la dite sémiologie, c'est-à-dire la manière dont on caractérise les signes, donc ensuite la nosographie, la manière dont on définit les maladies, les troubles mentaux, et ensuite même la psychopathologie, c'est-à-dire les mécanismes de causalité qui engendrent tout ça, ça nécessite de repenser tout ça à nouveau frais. C'est très très
dur, très coûteux. Il y a une base installée de publications scientifiques, de chercheurs, de cliniciens, de catégories médico-administratives qui se tiennent ensemble. Quand je dis qu'ils se tiennent ensemble, juste parce qu'elles sont articulées ensemble, ça fait le remboursement, c'est structurel. C'est structurel. Donc c'est très compliqué à faire bouger, ça a beaucoup d'inertie. Donc déjà, c'est difficile. Ensuite, la question de la rentabilité des outils, c'est-à-dire faire payer une psychothérapie, faire payer un médicament, faire payer une intervention dans un dispositif où le truc a un début, une fin, une indication thérapeutique. C'est assez simple. On peut comprendre le coût, le remboursement, faire des évaluations médico-économiques. Quand on a des outils complexes qui sont destinés à être utilisés sur le long terme et beaucoup en prévention, du coup. Oui, mais la prévention, c'est aussi l'économie des coûts. C'est aussi l'économie des coûts. Mais c'est très difficile à prouver. Et c'est plus tard. Et c'est généralement au-delà des mandats de 5 ans des politiques. D'accord. Donc voilà, c'est aussi une difficulté qu'on a. Prouver l'efficacité, accepter que cette efficacité est sur le long terme, qu'elle est aussi sur des indicateurs qui ne sont pas forcément directement mobilisables en milieu de travail, soit pour donner de l'arrêt maladie, soit pour quantifier la productivité de quelqu'un. C'est plus compliqué que ça. Si on montre aussi l'importance des facteurs environnementaux, ça va mettre aussi l'accent sur l'importance de ces facteurs, y compris en entreprise. Et donc on va montrer éventuellement le caractère parfois pathogène, parfois protecteur, mais quand même parfois pathogène, des fonctionnements professionnels. Et là encore, évidemment, il y a des mécanismes défensifs qui vont faire en sorte qu'on va continuer à tenter d'individualiser le problème plutôt que de le rendre systémique, collectif, managérial, politique, etc. Voilà. Et ça marche pour les facteurs du monde du travail, mais ça marche aussi pour les facteurs environnementaux et pour au final, toutes les politiques publiques en matière de santé. Ben oui, c'est tellement plus facile de demander aux gens de changer leur comportement que d'essayer de changer les systèmes qui les figent, qui les écrasent souvent, qui leur interdisent l'accès soit aux ressources, soit au système de soins, soit à la compréhension du monde. C'est tellement plus facile de dire aux gens vivez à 15 degrés que d'éviter qu'on fasse cramer du pétrole partout dans le monde, y compris en ce moment. Voilà, toutes ces sortes de choses, évidemment, c'est compliqué. Ouais. Et pourtant, les IA pourraient nous permettre de prendre conscience des leviers à actionner. Merci beaucoup, Xavier Briffaut, pour cette interview et cet éclairage fort instructif. Avec plaisir, merci de votre invitation. David Gruson, vous êtes directeur du programme Santé La Poste, Santé et Autonomie. Vous êtes docteur en droit de la santé et surtout membre fondateur d'Ethikia, une initiative académique et citoyenne qui vise au déploiement d'outils de régulation positive du déploiement des IA et de la robotisation en santé. Bienvenue dans l'émission. Merci de votre invitation. Alors, vous avez exercé de nombreuses fonctions à responsabilité au sein du système de santé, notamment celle de conseiller du Premier ministre chargé de la santé, de directeur général du CHU de La Réunion et de délégué général de la Fédération hospitalière de France. Tout ça, pas pour faire votre CV, mais pour dire que vous avez une expertise quand même assez établie, assez générale et ancienne de l'usage des IA en santé. Vous pouvez nous faire un petit état du déploiement. Les IA en santé, souvent on a en tête les IA conversationnelles, mais c'est beaucoup plus que ça. Où est-ce qu'elles sont utilisées ? Oui, mais merci de votre question, parce qu'effectivement c'est un mouvement de révolution des cas d'usage, de diffusion rapide, un peu tous azimuts de l'IA appliquée à la santé, même si tous les domaines ne se diffusent pas au même rythme. Et quand on aborde ce sujet, il faut commencer par dire que cette question de l'IA en santé n'est pas nouvelle. Ça fait des dizaines d'années qu'on utilise des systèmes algorithmiques dans le domaine de la santé. Par exemple, il n'y a qu'à penser aux systèmes algorithmiques qui sont dans les chaînes d'automates de laboratoire, donc les vastes chaînes automatisées de biologie, donc pour comprendre que ces sujets sont déjà bien ancrés. Mais on a, depuis une petite dizaine d'années, effectivement, un mouvement de percée de ces systèmes. Qui a été en fait initié il y a 7-8 ans par le déploiement, qui reste en fait le cas principal en santé, de ce qu'on appelle les systèmes d'apprentissage machine par reconnaissance d'image. On va prendre une image médicale, un scan, un IRM, un cliché de fond d'œil.
pour pouvoir entraîner un algorithme à reconnaître dessus le signe ou l'absence de signe d'une pathologie, ce qui fait que vous avez des cas d'usage multiples en radiologie sur l'interprétation des fractures, le dépistage du cancer du sein, c'est un enjeu majeur pour améliorer l'accès au dépistage, l'interprétation par IAD et des mammographies, l'analyse des clichés de fond d'œil pour repérer la rétinopathie du diabète, l'analyse des clichés pulmonaires. On a une actualité aujourd'hui avec la sortie d'une IA pour détecter les spermatozoïdes dans les cas d'infertilité masculine. Voilà. C'était ma lecture du matin. Voilà, donc les systèmes se diffusent rapidement et s'y ajoute là depuis 3 ans effectivement cette percée des systèmes d'IA générative à base de grands modèles de langage type ChatGPT, de ces autres systèmes qui là vont aller s'adresser à d'autres typologies de cas d'usage, plutôt à ce stade orienté vers les fonctions support du système. Par exemple, côté la Poste Santé Autonomie, on a développé un système qui s'appelle Dalvia, qui fait la synthèse du dossier médical pour faciliter le parcours de prise en charge du patient. Vous avez aussi des cas d'usage d'analyse de conversation orale entre le médecin et son patient pour pouvoir faire gagner du temps aux professionnels, libérer du temps médical. Et puis, cette percée des usages, ce qu'on appelle un peu mal l'IA sauvage, la shadow IA, où vous avez de plus en plus de patients, mais aussi de professionnels qui vont aller poser des questions à des outils d'IA générative de droit commun relatifs à leur santé. Le CHU de Nancy a analysé, chiffré, le nombre de cas d'usage comme ça, d'appel à ces systèmes d'IA générative non supervisés par la direction du système d'info de l'hôpital. Et en août 2025, il y a eu 400 000 usages de ce type. Donc on est sur une percée massive de ces usages. Mais effectivement, le domaine central reste encore la reconnaissance d'images. J'ajoute un dernier thème, le domaine de la génomique, sur lequel il y a notamment les travaux de l'Institut Imagine qui montrent que l'IA peut amener des grandes percées sur le repérage des origines génomiques des pathologies. Alors, on parlera des risques tout à l'heure, mais quels sont les principaux bénéfices attendus en termes de santé publique de l'usage des IA ? Alors, peut-être le bénéfice principal, qui est celui dont on parle un petit peu moins dans le débat public, qu'on avait abordé dans un rapport mi-2024 qu'on avait fait avec le think tank Terra Nova, c'est la capacité de rapprocher l'accès au diagnostic de spécialité des populations les plus éloignées de la prise en charge. C'est ce qu'on voit sur le terrain avec les équipes d'IKEA, parce qu'on a la chance avec notre partenaire CareInsight d'opérer le marché national d'accompagnement à l'IA de l'Association nationale de formation des hôpitaux. Les hôpitaux publics travaillent aussi avec les centres de lutte contre le cancer, donc on voit un peu ce qui se passe sur le terrain. Et effectivement, on constate des inégalités d'accès aux soins de spécialité. Et là, l'IA peut amener des éléments de réponse. Au Portugal, par exemple, vous avez des systèmes d'IA qui sont utilisés sur smartphone par des infirmiers libéraux pour aller faire des prises de photos, avoir une préinterprétation par IA, puis un contrôle humain, une garantie humaine par le dermatologue à distance. Et la Cour des comptes, au mois de février dernier, a publié un rapport très important, à mon sens, sur le dépistage du cancer du sein, qui étaye, chiffre à l'appui, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est-à-dire que l'IA peut, à coût constant pour les finances publiques, améliorer de 25% l'accès au dépistage, dans le cadre de protocoles tels que ceux qu'on a développés avec un certain nombre d'hôpitaux, notamment les hôpitaux de Rodez, de l'Aveyron, aller projeter des systèmes d'IA d'interprétation des mammographies en première ligne, qui, le cas échéant, pourront être utilisés par des sages-femmes formées à l'échographie et à la palpation, et avec un contrôle par le radiologue spécialiste en mammographie dans le cadre de protocoles d'adressage vers l'établissement support. Donc là, c'est vraiment un élément clé, l'accès au diagnostic de spécialité. Donc, une réduction des inégalités, oui. Une amélioration des parcours de soins, de la qualité des soins, en préventif. Oui, alors, vous l'avez compris, ça ne traitera pas tous les sujets du système de santé. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire voilà, l'IA sera la panacée, c'est pas vrai. Néanmoins, ça va permettre de redresser un certain nombre d'inégalités d'accès à certaines catégories de soins et de démarches de prévention qui se sont aggravées ces dernières années dans notre système de santé. Par ailleurs, vous avez des systèmes d'IA qui pourront aider au monitoring des pathologies chroniques et métaboliques, le monitoring de la glycémie, l'aide au repérage précoce d'un certain nombre de pathologies respiratoires. On va être dans ce registre
Là où le système est encore perfectible, c'est sur les traitements de systèmes globaux, de data management en santé, de responsabilité populationnelle à l'échelle des territoires de santé. C'est un des projets que porte la Fédération hospitalière de France, qu'on essaie aussi de faire sur le terrain avec les équipes de la Poste Santé Autonomie, développer des parcours mieux intégrés permettant d'aller traiter dans des cadres sécurisés les données d'une population déterminée pour repérer et mieux analyser les enjeux de santé publique. On a encore du chemin à faire parce qu'on dit souvent que la France a la meilleure base de données au monde. La base de données de l'assurance maladie, c'est vrai, mais en même temps, cette base, elle est d'abord centrée sur la donnée médico-administrative, la donnée de remboursement. Et elle reste par principe disjointe de la donnée clinique, médicale elle-même, qui est dans le dossier patient de l'hôpital ou dans les applicatifs de la médecine de ville. Donc il faut réconcilier les deux dans des cadres sécurisés si on veut être vraiment performant en prévention. Ça me permet de rebondir sur la question suivante, qui est celle des risques, des enjeux éthiques. On parle surtout de la question de la gestion et de la sécurisation des données, mais il y en a aussi plein d'autres. Lesquels ? Alors, j'avais eu l'honneur avec Claude Kirchner, qui est aujourd'hui le président du Comité national d'éthique du numérique, de copiloter le groupe de travail qu'avait diligenté le Comité national d'éthique pour préparer la révision de la loi de bioéthique de 2021, qui avait donné lieu à un avis 129 du Comité national d'éthique qu'on avait actualisé dans un avis 141 de 2023. Et c'est des textes importants qui sont accessibles en ligne. Et dans ces documents, le CCNE, le Comité d'éthique, posait comme principe que le risque éthique le plus grand associé à l'IA en santé, ce serait de la bloquer. Et vous voyez, la lecture est intéressante parce que c'est une lecture un peu inverse par rapport au principe de précaution. Autrement dit, si on cherchait à bloquer cette innovation, on créerait plus de risques de perte de chance que de risques éthiques intrinsèques associés aux outils. Alors, une fois qu'on a dit ça, on part d'un principe qu'il faut s'ouvrir en régulant et non pas chercher à avoir créé le cadre juridique pur et parfait avant de s'ouvrir à l'innovation. Eh bien, il faut effectivement monitorer ces risques au fil de l'eau et actualiser cette perception des risques au fil du temps, avoir une vraie logique de management du risque d'ouverture à l'innovation. Et évidemment, la problématique centrale, c'est celle de la perte de contrôle, de la perte de monitoring de ces outils d'IA par les professionnels de santé, par les représentants des patients. Et c'est la raison pour laquelle, il y a déjà 8 ans, dans le débat public avec Ethikia, on a porté cette idée de garantie humaine des systèmes, reconnaître une obligation de supervision humaine de ces outils d'IA. Et ce principe a pu être incorporé dans la loi de bioéthique de 2021, mais aussi et peut-être surtout dans le règlement européen sur l'IA de juillet 2024, qui impose un contrôle humain effectif, traçable, proportionné. Évidemment, ça ne veut pas dire tout le temps, mais selon des bases cadencées, échantillonnées, et le niveau d'échantillonnage dépendra évidemment du niveau de risque du système. Ce texte a été adopté et il entre en vigueur. Il est entré en vigueur en août 2025 pour l'IA générative. Il va entrer en vigueur en août 2026 pour les systèmes d'IA en santé qui ne sont pas des dispositifs médicaux, par exemple le champ de la santé mentale, le domaine des systèmes d'IA d'aide à l'observance des traitements, des médicaments. Et en août 2028, pour tous les dispositifs médicaux avec IA, il faudra, pour ces systèmes dits à haut risque, un contrôle humain. Et c'est ce qu'on fait avec Ethikia, on essaie de labelliser ces outils, d'avoir des méthodologies qui soient traçables de supervision de ces systèmes d'IA. Et justement, comment est-ce qu'on choisit qui supervise ces systèmes ? Alors, c'est effectivement un cadre méthodologique à construire. On a commencé à apporter cette idée, je disais, il y a 7-8 ans. Les premières méthodologies applicatives ont commencé sous l'égide de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'UFSBD, il y a plus de 4 ans. Donc ça fait 4 ans qu'on a appris à construire, c'est ce qu'on appelle des collèges de garantie humaine, des collégialités qui vont rassembler des représentants des professionnels, des représentants des patients, mais aussi des concepteurs de systèmes d'IA pour aller monitorer l'IA dans les résultats médicaux qu'elle produit, l'outcome, ce que produit le système. Et donc du coup, on a forgé ça dans le bucco-dentaire, en radiologie, en oncologie. Là, on commence à y travailler dans la dermatologie, la rhumatologie. Et cet acquis de méthode a été cristallisé dans une norme, la norme AFNOR SPEC 2213, qui a été aussi co-construite avec les représentants des fabricants de systèmes, les représentants des patients, pour pouvoir définir cette règle du jeu. Mais avec un principe qui est que autant le principe de contrôle humain est fermement établi et lourdement sanctionnable. S'il n'y a pas de contrôle humain pour un système à haut risque, le texte européen prévoit une sanction de 15 millions d'euros, 3% du chiffre d'affaires mondial du concepteur ou de l'utilisateur, l'établissement de santé ou le docteur. Autant
ce principe ne prescrit pas les modalités très précises du contrôle humain. Et c'est une bonne chose. Il faut garder un degré de souplesse, un degré de liberté, et c'est ce qu'on essaie de faire en construisant avec les représentants des professionnels des méthodologies adaptées par grande catégorie de systèmes d'IA, et évidemment en communiquant sur les acquis de ces principes de supervision humaine. On en est où en 2026 ? Alors, le cadre juridique a été posé et on voit qu'on est peut-être dans un moment où la prise de conscience, c'est un moment un peu paradoxal, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est-à-dire que la prise de conscience du besoin de garantie humaine des systèmes d'IA n'a jamais été aussi forte. On s'est aperçu avec la percée de l'IA générative que au fil du temps, on allait avoir une généralisation de ces systèmes très rapidement auto-apprenants et évolutifs, et que finalement, j'ai envie de vous dire, ce système de supervision humaine, c'est-à-dire de contrôle du résultat de ce que produit le système, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans le moteur, était finalement un peu comme la démocratie, c'est-à-dire le pire des systèmes de régulation à l'exception de tous les autres. Il n'y a pas d'autre méthode pour essayer de monitorer et manager le risque. Donc la prise de conscience est là, on a de plus en plus de marques d'intérêt pour nos travaux, on est présent dans une cinquantaine de territoires de santé, donc il y a une vraie dynamique. On travaille également avec les acteurs, les mutuelles, on a été soutenu par le Fonds des mutuelles, par des grands acteurs de la responsabilité aussi des établissements de santé ou de la pratique des professionnels de santé comme Reliance ou Pasteur Mutualité. Donc la prise de conscience est là. Néanmoins, on est dans un moment où le cadre de garantie humaine est en vigueur pour l'IA générative, mais les sanctions n'ont pas encore été appliquées sur des dossiers déterminés. On voit que les choses, alors même que le texte européen n'existe pas par construction aux États-Unis, bougent de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'on voit les premiers contentieux pour défaut de supervision de systèmes d'IA de pilotage des maladies chroniques. Et là, on va avoir très probablement dans les prochains mois les premiers cas d'application du règlement européen sur l'IA. Le défaut de monitoring humain a déjà été appliqué dans le domaine de la propriété intellectuelle, donc ça viendra en santé, et là, il y aura une prise de conscience. Il faut bien réaliser que c'est un peu une course contre la montre. Ce cadre européen, il a ses éléments évidemment naturellement perfectibles, mais c'est pour moi un bon équilibre entre le principe d'ouverture à l'innovation, ce que je vous disais tout à l'heure sur la lecture un peu renversée du principe de précaution, et la sanction de principe essentiel. Et si on n'applique pas ces sanctions relatives au défaut de contrôle humain, dans quelques mois, on ne pourra plus maîtriser la percée sauvage du recours sur des données ou des dossiers médicaux concrets de ces cas d'IA génératifs. Donc il est temps vraiment de maintenant montrer que ce cadre qui est en vigueur est effectif. On est dans un moment crucial. Absolument. Alors, David Gruison, ce qu'on sait moins de vous, que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que vous êtes également l'auteur d'une trilogie de fiction qui place ces questions d'IA et de santé au cœur du récit, avec La machine, le médecin et moi, Sarah et Tu es Camus. Moi, j'avais envie de vous demander, pour conclure, parlez-nous de vos ouvrages et pourquoi, surtout, le recours à la fiction pour un thème et un parcours aussi sérieux que le vôtre ? Eh bien, écoutez, ça s'est fait de manière très, très accidentelle. Et je pense que je comprendrai peut-être a posteriori le sens des choses, mais en tout cas, factuellement, donc j'étais, vous l'avez rappelé, le DG du CHU de La Réunion, et on avait eu à gérer, et les équipes avaient fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de sang-froid à l'époque, fin 2014, une suspicion de cas d'Ebola. Et je m'étais posé la question, vous voyez, on est début 2015, qu'est-ce que ça aurait donné si cette situation avait été gérée par une IA plutôt que par le ministère de la Santé. Vous voyez, une question qui à l'époque était absolument et complètement théorique et qui a donné la matière de cet ouvrage sorti en juin 2018, le premier tome, qui décrit une situation de pandémie dans Paris avec une population confinée et une IA qui fabrique un vaccin pour répondre à la situation. Et je me disais, mais personne n'y croira. Alors même que en fait, le premier recours au cas d'IA pour fabriquer des adjuvants au vaccin contre la grippe saisonnière, c'est 2019, même avant le Covid. En tout cas, moi, quand j'écris le texte, je pense que ça n'arrivera pas avant des années. Et donc, du coup, je me dis, pour rendre le dispositif crédible, il faut imaginer une espèce de mécanisme de contrôle, d'ancrage. Il faut une garantie humaine, le mot est venu. Et on était au début des Tikia et les camarades, je pense à Judith Mel ou à Florent Parmentier, avec qui on lançait l'initiative à l'époque, m'ont dit, mais ton truc de garantie humaine, ça vaut mieux qu'une astuce de fiction. On peut l'utiliser comme un principe dans le cadre de notre recherche de l'époque sur les bonnes méthodes de régulation de l'IA. Donc c'est parti de là.
Oui, j'en revendique aucune paternité ni aucune force d'anticipation. Ça s'est fait de manière purement circonstancielle. Mais en tout cas, pour prendre du recul par rapport à votre question, le détour par la fiction a permis de prendre du champ, de forger beaucoup de choses. Et sans doute ce cheminement jusqu'à maintenant et l'entrée, ce moment cardinal où on verra si la garantie humaine entre vraiment dans le réel des pratiques, c'est le tournant, n'aurait pas été possible sans cette parenthèse fictionnelle. Merci beaucoup, David Gruson, pour votre Merci à vous. éclairage. Ce soir, vous l'avez vu, derrière les promesses technologiques se dessine une réalité plus complexe et des questionnements éthiques et politiques nombreux. L'intelligence artificielle n'est ni un remède miracle, ni un ennemi à abattre. Elle est un outil puissant, capable du meilleur comme du pire, selon la manière dont nous choisissons de l'utiliser, de l'encadrer et surtout de l'intégrer dans des parcours de soins profondément humains. Car au cœur de la santé mentale, il y a non seulement la question de la relation, de l'écoute et du lien que la technologie ne peut pas entièrement modéliser, la capacité à comprendre l'autre dans toute sa singularité et dans ses silences par-delà les mots, mais il y a surtout la question de la maîtrise de l'outil. Qui le conçoit, pour quels usages et selon quels critères d'efficacité. Alors oui, demain, l'IA pourra détecter plus tôt, orienter plus vite, accompagner autrement, mais elle pourrait aussi ne rester qu'un argument de vente dans un contexte où l'on manque cruellement de financement pour les soignants. La question n'est donc peut-être pas « les machines vont-elles remplacer les psys ?», mais plutôt « quelle place voulons-nous donner à ces outils et à quelles conditions ?» Entre protection des données, évaluation des dispositifs, garantie éthique et responsabilité politique, autant de défis qui devront être relevés pour éviter que l'innovation ne devienne une dérive. En espérant profondément que cette émission ait participé à éclairer le débat, je remercie mes invités, le Dr Théo Mood, David Gruson et Xavier Briffaut. Je remercie chaleureusement l'équipe à l'œuvre derrière ce numéro, Valentin, Malo, Diego, Lorenzo, Alexis et toute l'équipe du média sans qui cette émission n'aurait jamais vu le jour. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Symptômes Critiques et d'ici là, collectivement, prenons bien soin de nous.